On ne sait pas trop avec mon producteur quand est-ce que ça a commencé, mais moi j'ai retrouvé un mail d'il y a 8 ans où il me renvoyait un mail dans lequel il y avait mon premier dossier qui avait été corrigé. Donc et je pense qu'avant que j'ai eu écrit un premier dossier, je pense, ouais, ça va faire un film, ça fait pas 10 ans, mais ça fait 9 ans que je l'ai commencé. C'est un long métrage, alors par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est que beaucoup de mes films fonctionnaient sur les images. Là, c'est un film dont il était important pour moi de restituer la parole. Et de respecter les... Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris des plans séparés dans des documents, sans respecter les documents tels qu'ils étaient construits à la base, de les prendre comme une matière, tandis que là, le film doit respecter les blocs d'archives en eux-mêmes, des vrais extraits. Donc ça, c'est un extrait de télévision, ça, c'est un extrait de film, de cinéma. Donc il fallait respecter des temps, et du coup, spontanément, ça a appelé, et vu l'amplitude de l'histoire qui est racontée, ça a appelé à une durée qui était vraiment différente de d'habitude et qui devait aller vers le long métrage. Et on en parlera sûrement plus après, mais c'est un projet qui pour moi était important à ce moment-là quand je l'ai commencé. Enfin, il est toujours important, mais à l'origine, parce qu'il croisait, euh, à partir d'un événement, plusieurs questions qui étaient la question de l'engagement, de la résistance, l'obligation ou pas qu'on a d'utiliser la violence pour résister ou pour faire changer le monde, la question du terrorisme et de son utilisation par les pouvoirs en place, et la question du cinéma. La question du cinéma comme outil militant et l'espoir qu'on peut avoir ou pas dans le cinéma ou dans les autres médias de changer le monde, et plus globalement, encore sur l'image, sur comment l'histoire s'écrit au présent, par le biais de l'image, par le cinéma et la télévision, euh, et comment voilà, le pouvoir qu'ont les images sur la marche du monde. Et voilà, tout ça c'est lié, enfin c'est focalisé sur un événement historique allemand, de l'histoire allemande, qui me permettait de travailler tout ça en même temps en fait. Et du coup ça a donné ce projet que je suis très, très content de vous présenter parce que il est très très frais hein, ce film. Je l'ai présenté au Festival de Berlin dans une version de travail. Il a été présenté au Cinéma du Réel dans une version définitive, mais il y avait des petits problèmes de sous-titres et tout ça. Donc là, c'est la première copie qui existe où il y a normalement plus de problèmes techniques. Donc le film, normalement, il finit aujourd'hui. Donc voilà, je suis très content de vous le montrer. Donc voilà, il est vraiment très frais. Et voilà. Donc c'est une grande première. C'est une grande première. Pourquoi avoir fait ce film? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je faisais j'étais dans des lectures. À ce moment-là, je m'interrogeais beaucoup. Je sortais de toute une série de films qui incluaient notamment Vitalité criminelle, 200 000 fantômes, mais d'autres que je faisais autour de la Seconde Guerre mondiale, aussi les films sur le travail. Du coup, je sentais que mes questions autour de la violence étaient toujours limitées à des violences dont je désapprouvais les fondements, radicalement. Évidemment, je suis contre le racisme, je suis contre la destruction pendant la guerre, je suis contre... Enfin, tout ça, c'était des choses qui étaient un peu plus faciles à saisir d'une certaine manière, en tout cas moralement plus faciles, parce j'étais du bon côté de la barrière. Et je me posais la question, du coup, en lisant, mais pourquoi je juge jamais tout à fait de la même manière la violence quand c'est une violence qui sert à l'émancipation. La violence de la révolution, l'anticolonialisme, enfin les guerres de libération, où il y a une nécessité de la violence pour faire changer malheureusement les situations, et que là, d'un coup, je suis beaucoup plus ambigu moi-même vis-à-vis des actes de violence. Et du coup, je me suis dit, bon, allons, du coup, c'est difficile de penser et de réfléchir, voilà, j'ai commencé à lire sur tout ce type de violence. Et à un moment, je lisais beaucoup sur les mouvements des années 70 parce que c'était les plus proches de moi en termes de temps et de géographie. Et d'un coup, bon, je tombe sur la RAF et sur quelques détails, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe pour moi de différent, c'est que d'un coup, je lis que Meinhof était journaliste, qu'elle a travaillé à la télévision, que Menz était étudiant en cinéma, que Malheur passait tous les 4 matins à la télé. Enfin, d'un coup, je découvre des personnages un peu singuliers. Et je creuse, et là, je me rends compte que, bon, j'avais pas vu les films, ils n'étaient pas accessibles, mais que grosso modo, en tout cas, c'était effectivement des gens excessivement bien éduqués, qui avaient accès aux médias, soit en tant que fabricants,
soit en tant que personnage public. Et du coup, forcément, en tant que cinéaste, moi, ça m'intriguait de savoir ce qu'ils avaient pu produire. Est-ce qu'ils faisaient des films sur n'importe quel sujet, ou est-ce qu'ils faisaient des films politiques? Enfin, quelle était leur démarche vis-à-vis de ça? Et après, là, c'est juste un début, quoi. Et après, j'ai continué à travailler. C'est devenu peut-être un film quand je me suis dit que j'aurais assez de matière pour raconter ce film au présent de l'indicatif. Raconter ce film avec que des images de l'époque, quasiment, sans avoir à recourir à des images, des archives ou à des interviews qui resituent dans le passé, enfin depuis aujourd'hui ou depuis des époques postérieures. Mais dès que j'aurais assez de matière pour que, dans un premier temps, eux puissent se présenter à nous tels qu'ils se sont mis en scène, tels qu'ils se sont eux-mêmes présentés, et ensuite, évidemment, dans une deuxième partie, de la manière dont l'État a réagi par le biais de la télévision, etc. Mais d'un coup, j'avais la possibilité de faire un film, voilà, où on allait voir, on pourrait accéder au parcours de certains personnages qui se sont mis en scène, qui se sont racontés eux-mêmes sans avoir à passer par l'extérieur. Et ça, principalement sur la question du passage à l'action violente et du terrorisme, c'est unique dans l'histoire. Il y a quelques liens sur d'autres groupes terroristes avec l'image. Aujourd'hui, ça change avec Daesh et tout ça, mais j'y comprends rien encore. Mais ils font de l'image, eux. Mais en tout cas, ils font de l'image après le passage à l'acte, ce qui est déjà nouveau. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose avant. Mais là, d'un coup, on avait la possibilité de raconter une histoire, quoi, et de voir, du coup, c'est quoi un terroriste? Voilà, c'est quoi un terroriste? Et comment est-ce qu'on devient terroriste? Est-ce qu'on est terroriste? Est-ce qu'on... Et la matière, voilà, qu'il m'offrait me permettait d'un coup de raconter un film où on s'embarque, on ne sait pas, grosso modo, on sait où on va, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quel parcours, et ça permet de complexifier totalement toutes ces questions. Enfin, c'est-à-dire, quand on les voit avant, on se dit, mais enfin, moi, toujours, je ne comprends toujours pas. Mais en tout cas, j'ai assez d'éléments pour commencer à préciser des questions. Voilà, c'était le... Je pense que s'ils n'avaient pas fait de film, j'aurais lu sur la RAF, ça n'aurait jamais fait de film. Mais le fait que c'était des... Voilà, qu'il y ait des créations d'images dans les deux sens. Hein, c'est-à-dire eux comme figure publique et eux comme fabricants d'images, ou participants comme ça à des films, ça m'a vraiment intrigué. À un moment donné, ce qui m'intrigue, c'est un peu le positionnement et la figure de Fassbinder dans ce film. En fait, Fassbinder, donc qui réalise et qui joue dans le dernier extrait, là, dans la discussion il est avec sa mère et avant au téléphone, ça vient, bon, là j'ai expliqué pourquoi j'avais fait le film, après il y a d'autres petits éléments de détail. Et un des premiers films accessibles facilement de ce cinéma autour de l'histoire de la RAF, c'est L'Allemagne en automne. Donc c'est un film collectif qui a été fait, mais excessivement rapidement. Donc le octobre 77, la mort de Schleyer, l'avion, Bader, tout ça, une douzaine de réalisateurs allemands se réunissent, font un film, mais ils filment même les enterrements. Donc le film s'est fait dans les heures qui ont suivi la mort de Bader et Henslin. Ils font un film qui présente en février à Berlin. Donc vraiment le film se fait en 3 mois. Donc c'est à la fois une forme à l'intérieur, il y a des courts-métrages et il y a une structure documentaire qui lie un peu tout le film. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversé parce que c'est un film très beau. C'est un très beau film en tant que tel, mais c'est un film qui, aujourd'hui, en tout cas moi, avec la culture que j'avais, est totalement incompréhensible. Parce que le film est très en deuil, mais en deuil de Bader et de Henslin et tout ça. Donc moi, quand j'ai vu le film, ils sont en deuil de terroristes, et ils sont très critiques, voire excessivement critiques, contre l'État. Du coup, il y a un truc qui, déjà, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, aujourd'hui, on fait ça, on va directement en prison pour apologie du terrorisme. Enfin, c'est juste Et il y a ce bout de Fassbinder, qui est le premier court-métrage, dedans, qui est strictement incompréhensible. C'est-à-dire la discussion qu'il a avec sa mère sur la démocratie, sur l'extrait dure 10 minutes, là moi j'en ai pris 2:30, mais c'est d'aujourd'hui, c'est vraiment une discussion. On sent que c'est tendu, on sent qu'il y a un problème de génération, mais moi c'est vrai que les discussions sur le terrorisme, la démocratie, je me dis mais de quoi il parle en fait? Enfin, qu'est-ce que ça raconte? Et grosso modo, aujourd'hui je réponds des fois quand on pose la question de Time en disant que j'ai fait un film qui est une introduction à cette séquence-là. C'est 1h30 d'introduction pour que, quand on arrive et qu'on voit Fassbinder, que la discussion soit
clair pour nous. C'est-à-dire qu'on entend au moins les questions qui se posent. Parce que moi, quand je l'avais vu la première fois, vraiment, je comprenais rien, quoi. Je sentais que c'était important, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est une grande introduction. Après, c'est un film de Fassbinder qui est très étonnant. Se mettre à poil dans son couloir pour se filmer, annoncer les trucs. Enfin, une espèce de mise à nu d'impudeur qu'il n'a pas dans son cinéma. Après, c'est la petite histoire. Hein. Bader était à l'école primaire avec Fassbinder. Ils traînaient ensemble à Munich, dans les milieux interlopes. Ils ont été très amis. Donc, quand Fassbinder, Bader en particulier, meurt, c'est une partie de sa jeunesse à lui. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment très très proche de lui. Donc, du coup, je pense que de se mettre nu, se mettre en scène comme ça, c'était un vrai état de choc, de deuil, de quelque chose qui lui appartenait, qui disparaît, qui meurt. En fait, bon, j'ai vu beaucoup d'archives françaises hein, sur cette histoire-là. Il y a une chose qui différencie les archives françaises des archives d'autres pays, par exemple, sur cette histoire-là, et qui explique un peu pourquoi on les a trouvées romantiques à un moment. C'est parce que la société française, à ce moment-là, est encore hyper anti-allemande. C'est toujours les méchants, hein, c'est les anciens nazis et tout ça. Donc du coup, une bande de jeunes qui déboulent en disant l'Allemagne est fasciste, on va aller faire la guerre, etc. Pour les Français, c'était ah bah oui, voilà, il y a un fait romantique. Et comme ils ont vraiment été, les Allemands ont fait vraiment n'importe quoi avec les conditions carcérales, les grèves de la faim avec des morts. Enfin, c'était quand même un peu une boucherie leur histoire. Ils n'ont pas été très fins. Et du coup, dans les réactions françaises, même au journal télévisé, c'était un peu ah ben voilà, c'est la preuve, c'est quand même encore des nazis quoi. Et du coup, ces jeunes très beaux, très intellos, qui se battent seuls contre... Voilà, c'est la rose blanche quoi, qui revient. Donc il y a eu ce côté-là. Et effectivement, ça décroît derrière, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu la gueule de bois, parce qu'en disant, c'était en même temps... Ouais, c'était un peu trop facile comme lecture, un peu trop... c'était pas tout à fait ça, quoi. Et le temps que les informations arrivent aussi, parce que la France a commencé à s'intéresser aux événements liés à la RAF en 75. Donc en fait, c'est que notre histoire, la vision qu'avait la France de ce qui se passe en Allemagne était excessivement lacunaire. Qui explique voilà, cette espèce de choses qu'il y a eu en 77. Quand je présente le film en France, c'est qu'il y a des gens qui l'ont connu, on me reproche souvent de ne pas dire que ça a été des assassinats en prison, par exemple. Parce que c'est l'image que les Français ont des événements de 77. Historiquement, et j'ai eu le temps de creuser largement la question, hein, personne ne sait. Voilà, c'est pas résolu, donc il n'y a pas... Et puis dans tous les cas, moi je raconte qu'on s'en fiche un peu, de toute façon. Une prison dans laquelle on pourrait rentrer des armes et se suicider, c'est déjà un problème. Donc, mais du coup, il y a un truc qui est très ancré comme ça, qu'on dit, mais non, vous dites pas que c'est des assassinats. Limite, je suis un peu réactionnaire parce que je dis pas que c'est des assassinats. Mais on le sait pas en fait, même les Allemands ne savent pas, même les gens de la RAF que j'ai rencontrés ne savent pas si c'est des assassinats ou pas. Donc, ils découvrent. Ouais. Ils savent qu'il y a la bande à Bader Meinhof, alors qu'en France, une jeune génération ne sait même pas ce que c'est du tout la bande à Bader. Ils ont une vague idée qu'il y a eu du terrorisme. Comme nous, on pourrait le savoir grossièrement d'Action Directe. Enfin, moi, je connais pas grand... Enfin, évidemment, maintenant, je connais bien Action Directe, mais avant de faire les recherches, bon, il y a Action Directe, les années 80, ils ont un peu buté des chefs d'entreprise, quoi. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui ils sont. Là, c'est un peu pareil. Mais en France aussi, il y a eu des attentats pro-RAF sur la mort de Meinhof et de Bader. Ça saute, il y a plusieurs bombes placées à Paris qui explosent. Hein. Ouais, sur l'ambassade allemande, BMW, enfin des choses comme ça, étaient bombées par les activistes français. C'est sûr qu'à l'époque, quand on entend Meinhof, etc., et puis les actions... Les attentats de 72 ont en partie, une partie des sympathisants, ou des gens qui les soutenaient sont partis, mais une partie est restée parce que même poser des bombes à l'époque contre les bases américaines, d'où était organisée la guerre du Vietnam, hein, c'était organisé en partie depuis l'Allemagne, c'était un vrai acte de guerre, et pas un acte de terrorisme. C'est l'attentat contre Springer qui fait qu'il y a du désaccord. Parce que est-ce que poser des bombes dans des ateliers d'ouvriers quand on se dit communiste, c'est juste ou pas? La plupart des gens ont répondu non. Mais il y a quand même encore beaucoup... Il reste de la sympathie vraie et de l'accord politique jusqu'à assez tard, hein, presque avant 77. Où là, il ne reste plus qu'après en France, où on continue un peu à les soutenir. Je pourrais vous parler des archives, on en parlait tout à l'heure. Je peux revenir là-dessus sur ce plus précis.
sur la manière dont l'histoire s'oublie, par exemple. Donc j'ai passé des années à chercher les films de Meinhof, les films de Mentz, ces choses-là qui étaient le plus enfouies. A priori, je pensais que c'était très très enfoui, mais ça n'était pas tant que ça. Et j'ai été surpris par des choses comme Meinhof. Toutes les biographies de Meinhof indiquent qu'elle a travaillé pendant la télévision, en citant la chaîne et en citant l'année, et les noms des émissions. Et j'étais le premier à aller chercher ces images depuis qu'elles ont été faites. Et c'est vrai que c'est incompréhensible qu'il y ait autant de chercheurs, autant de réalisateurs qui ont fait des choses sur Meinhof. Mais en Allemagne, il y a 3 bouquins par an sur la RAF et sur Meinhof. Donc c'est tous le site et personne n'allait les chercher. Et du coup, là, il y a quelque chose de l'ordre du lapsus des recherches, des lapsus de la mémoire, de ne pas être curieux comme ça, des choses qu'ils ont produites. Et la grande découverte, pour moi, ça n'a pas été tant de trouver ces films-là, ça a été compliqué mais pas impossible, que ce qui va se passer ensuite du côté de la télévision. C'est-à-dire, moi je m'étais dit, les attentats de 72, c'est couvert par toutes les chaînes en Allemagne. Quand ils les arrêtent, c'est couvert par toutes les chaînes. 77, évidemment, c'est couvert par toutes les chaînes. En fait, tout a disparu. Ce qu'on voit des attentats en 72, donc c'est des attentats qui s'échelonnent sur une semaine. Il y a 7 attentats. Donc dans le film, ça dure 1 minute 30. Moi, en plusieurs mois, j'ai trouvé 1 minute 40 d'images. C'est tout ce qui reste. Et le son vient de la radio. Il ne vient même pas de la télévision. Ça veut dire qu'en Allemagne, ils ont évacué un nombre d'archives, mais qui est sidérante. Vraiment sidérante. Et qui est sur des choses comme des attentats qui sont un événement marquant de l'histoire contemporaine, à ce moment-là. Ils les ont pas gardés. Et il y a plein de choses comme ça qui ont totalement disparu. 77, Schleyer, ça a été la galère pour trouver ça. Par exemple, la news de l'attentat. C'est-à-dire que des choses ont été gardées, c'est de l'aléatoire. Hein. Il n'y a pas de volonté politique ou de censure des choses, mais il y a des lapsus dans l'archivage. Et grosso modo, ils ont quand même perdu une partie entière de leur histoire contemporaine. Et ça a été vraiment très compliqué de tout retrouver. Et ça m'a étonné, c'est une chose que j'ai découverte. En plus, c'est vrai qu'en France, on a l'INA, donc nous, le modèle qu'on a, c'est tout de suite on a l'INA, on a tout conservé, on aime bien l'archive en France et tout ça, mais en fait, l'archive disparaît et j'ai retrouvé des choses de manière très épisodique. Par exemple, il y a un artiste en 77 qui va enregistrer sur Humatic la télévision en direct, à ce moment-là, à partir de l'enlèvement de Schleyer. Et donc lui c'est un artiste plasticien, il enregistre des heures et il fait un film de 2 heures qui s'appelle The Schleyer Band, où c'est un mélange de l'actualité avec des images de pub et tout ça. Donc moi je vois le film et j'ai monté avec des bouts de ce film-là. Tous les discours de la fin viennent de là par exemple. Donc après on va vers les chaînes, on dit voilà on voudrait cet extrait-là. Ils nous disent ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'enlèvement de Schleyer n'existe pas. Rien n'existe. Donc on est allé retrouver cet artiste, on a récupéré sa bande, et du coup on dit aux chaînes, bon bah voilà, on vous achète les droits, mais les images on les a pris à ce type-là. Ah mais il n'a pas le droit, il nous les a volées. En fait, mais vous les avez perdus. Vous les avez perdus, s'il n'y avait pas ce fou qui avait fait ça, toute cette partie-là aurait disparu, quoi. Bon finalement ils ont été gentils, ils n'ont pas porté plainte et tout ça, mais... c'est très bizarre que sur des événements aussi dramatiques. C'est comme si là, on se réveillait dans 10 ans, on faisait un film sur Charlie, par exemple, sur l'attentat Charlie, qu'il n'y avait rien. Oui, mais c'est pour ça que tu dis, toi, lapsus, mais est-ce que c'est pas volonté d'effacer toute trace de mémoire, d'une mémoire qui est gênante? Je sais pas, c'est assez bizarre. Ouais. Non, je pense pas, parce que les images d'attentat, les images de mort sont des images assez fortes. On est tout de suite en désaccord avec les gens qui peuvent commettre ça. C'est des images utiles. Oui. Quand on voit les bâtiments éventrés, bon là il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'image de blessés, tout ça. Il y en avait peut-être dans ce que j'ai pas vu, mais ces images fortes, ces images qui font que quand tu passes ça à la télé, on désapprouve totalement. C'est des images au contraire assez utiles. Je pense qu'ils n'auraient pas forcément spontanément envie de revoir les micro-trottoirs avec les mecs qui appellent au meurtre. Ça c'est pas forcément ce qu'il y aurait, mais étonnamment j'ai trouvé plus facilement des choses dans les années 60 que sur les années 70. Alors, à la base, les images dans le noir sont des images... Alors, il y a par exemple des choses comme la radio qu'on entend à la fin, c'est forcément noir, c'est une vraie archive sonore. Et au milieu, la fondation de la RAF par Ulrike Meinhof. Ça, c'est un enregistrement, c'est l'enregistrement d'un interview. Donc c'est pareil, il n'y a pas d'image, c'est vraiment des éléments sonores
qui ont été créés comme ça. Les autres, ce sont, par exemple, le discours d'Anselin. C'est une interview qui a été faite pour une émission télé. Donc du coup, normalement, la voix est couverte par des archives. Mais c'était très dérangeant parce que moi j'ai du mal à regarder et à écouter en même temps. Enfin, quand il n'y a pas de lien, parce qu'il n'y avait pas de lien entre les images. On les voyait au procès sur ça. Et du coup, comme c'était quand même... Elles apportaient rien et que ce son avait été... On sentait vraiment le fait de couvrir. Et comme les extraits que j'ai récupérés du procès, ça, je les ai chopés dans un documentaire existant où ils avaient pareil bouché à l'image en mettant n'importe quoi, mais du coup, comme à la base c'est des enregistrements sonores, je préférais garder le noir. Et c'est... je savais pas trop au début, mais quand je les ai essayés dans le noir, j'étais très content parce que je les trouve d'autant plus tout cela très violent, tous ces moments... les voix sont très très proches, on a l'impression que ça c'est presque plus de plus les toucher physiquement que les images quand on entend les voix. Puis c'est des extraits particulièrement tous compliqués, quoi. La fondation de la RAF avec la voix de Meinhof, c'est très très dur. Et voilà, on n'a pas, enfin moi j'avais pas envie d'image, quoi. J'avais envie de. Puis c'est vrai que la plupart du temps, quasiment tout est très respecté dans son format, donc du coup j'avais pas de raison non plus de. Parce que ces documentaires que j'ai pu récupérer où il y avait l'image, c'était pas des documentaires d'époque, c'était des documentaires d'aujourd'hui. Donc du coup, ça avait pas de... Je pouvais là les déstructurer. Tu avais une deuxième question, tu disais, non? Est-ce que la recette du cocktail est efficace? Bon, je suppose que c'est la bonne. J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié ça sur Internet. Ouais. Donc ça, c'était mon regret. Ce film a vraiment été perdu. Donc ce qu'on voit là, c'est un remake fait par des étudiants de l'école. C'est une classe de chefs opérateurs et le directeur du workshop était quelqu'un qui a participé au film original. Et le film avait été documenté, en plus des étudiants qui se rappelaient de comment il était, parce que Meinhof l'a vu et l'a décrit dans un journal. Ils ne se connaissaient pas encore à l'époque, mais donc du coup, entre ces deux éléments-là, ils ont reconstitué le film. La différence, c'est que le film se finit par l'explosion d'un magasin Nike. Et il y avait un livre chez Mainz qui était Révolution de la Révolution de Bray, et là, ils finissent par nos logos de Naomi Klein. Mais par chance, j'ai récupéré moi le seul plan original du film qui est Springer Press avec c'est le seul plan que j'ai retrouvé du film. Mais j'étais déjà très heureux au moins de pouvoir finir par le vrai plan. Et voilà, et ce film c'est ubuesque, mais a priori il a vraiment disparu. Les flics le cherchaient comme si c'était vraiment une arme. C'est-à-dire, le film a été projeté, les flics l'ont su, ils ont déboulé, les étudiants sont partis avec la bobine, ils se la sont passée, elle a été cachée un temps chez quelqu'un, mais les flics n'arrêtaient pas de tourner autour, et à un moment, quelqu'un l'avait, il avait trop peur, il l'a jeté à la rivière. Voilà. Je pensais que c'était une mythologie pour faire croire que le film n'existait pas, mais a priori, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est ça, la recette, 2 tiers, 1 tiers. Plus de questions, plus de demandes? On va te remercier. Merci à vous. Merci beaucoup à toi.